régulièrement que les premières chutes de neige ou que la venue du printemps, le retour annuel des troupeaux scande la vie des montagnes. Depuis quelques jours, sur chaque petite route des Alpes, des flots de moutons déferlent, faisant éclore sur leur passage la joie de l'été retrouvé. Pendant plusieurs mois, les gens des villages pourront apercevoir leurs taches claires et mouvantes là-bas sur les hauteurs, en pensant gaiement que c'est encore la belle saison. Ces moutons qui passent et qui s'en vont retrouver leurs herbages sont de grands voyageurs. Ils sont originaires de Provence. En bons moutons de panurge, ils suivent les mêmes chemins et voient toujours du même œil la nature environnante. Il n'en est pas ainsi pour le berger, leur ami. Celui-ci connaissait tellement bien sa montagne qu'il lui arrivait souvent de ne plus la voir. Et tout au long du jour, il pensait à l'immuabilité du monde. Aujourd'hui, il a découvert un nouveau paysage et ses yeux voient un lac qui n'existait pas il y a 1 an. Il existait alors un village, perdu dans la vallée, un village qui sommeillait tout engourdi sous sa couche de neige. Au cimetière, les morts reposaient en paix. À l'église, les vivants priaient pour eux. La vie s'y écoulait calme et monotone. L'avenir ressemblait au passé. Dans les maisons, autour de la table en famille, on évoquait les souvenirs. Car après 6 mois de neige, on n'avait plus grand-chose de nouveau à se dire. Même les vaches s'ennuyaient et regrettaient leur pâturage. Cependant, les jours passaient et la routine quotidienne les remplissait quand même. Dans ce village endormi, les jeunes savaient encore s'amuser et savourer les saisons. Une bataille dans la neige avait toujours gardé pour eux le même étonnant attrait. Au village, les rutilantes boutiques destinées aux gens des villes leur faisaient ouvrir des grands yeux d'envie. C'étaient leurs arbres de Noël. On aimait leur village, car c'était un vieux village typiquement savoyard, avec ses vieilles ruelles et son linge qui sèche, ses vieilles têtes, ses braves têtes, ses vieilles choses.
aimé surtout pour sa sérénité. Son visage calme surprenait en effet quand on savait l'histoire qu'il était en train de vivre. Un jour, le printemps vint et le village rouvrit les yeux. Ces hommes avaient soudain retrouvé leur vigueur et s'empressaient d'effacer les souvenirs de l'hiver. La nature, pour sa part, leur en donnait un bel exemple. Le long des pentes, l'eau dévalait joyeusement et les enfants qui s'amusent de tout s'amusaient avec elle. Jeux innocents que d'autres hommes au fond de la vallée transformaient en réalité. Chaque jour voyait s'élever un peu plus en travers de la vallée ce mur de béton qu'ils construisaient. Ils étaient là depuis des mois, ces centaines d'hommes mécanisés à faire leur bruit infernal et à dompter la nature. Chaque jour, sans cesse, leurs machines gigantesques tournaient, pétrissaient la matière, broyant le roc, transformant la montagne en béton et le mur en barrage. Et leur volonté, un coin de France comme les autres allait se transformer en quelques mois en un fantastique réservoir d'énergie. Des millions de nouveaux kilowattheures qui iraient grossir la production française, aider à développer de nouvelles industries et accroître le bien-être du pays. Des mois passèrent ainsi. Les grands travaux dont le village avait été témoin étaient en train de s'achever. La marche implacable du progrès s'accomplissait et l'un des plus beaux barrages de France s'élevait dans le ciel.
jour 20, c'était un jour de printemps où le village, cessant d'être un spectateur, dut entrer dans l'histoire. Des hommes autrefois s'étaient sacrifiés pour lui. Aujourd'hui, il payait sa dette aux hommes. Dans les stations touristiques voisines, la vie battait son plein. Mais le village se sentait déjà loin de tout cela et des plaisirs du monde. Il existait autrefois un village, un petit village perdu dans la vallée. Mais la vie ne s'arrête pas là. Plus haut dans la montagne, un village tout neuf a remplacé l'ancien et apprend à se faire aimer. Des nouvelles maisons, des nouvelles pierres, de nouveaux bois, de nouvelles habitudes. Et des enfants qui naissent et qui sont baptisés et qui apprennent à compter sur les bancs de l'école. Et des fidèles qui s'assemblent à l'église et qui s'agenouillent sur les mêmes chaises qu'autrefois. Et des morts qu'on dépose dans une terre nouvelle. Près du lac tranquille, la vie reprend ses droits. Et sur les pentes fleuries, les troupeaux continuent à monter. L'homme du XXe siècle, en luttant pour son bien-être, a embelli la nature. Un lac qui n'existait pas sur les cartes a surgi dans la montagne. La pastorale n'est plus interrompue. Au pied de son barrage, Tignes a commencé sa lente agonie. Les vannes s'étant en effet abaissées irrémédiablement à la date prévue, il a fallu mettre à l'abri les récoltes, déménager le mobilier des maisons les plus proches. Mais pour précipiter l'évacuation, une véritable occupation du pays par les CRS devait être organisée. Sous la direction du préfet de Savoie, M. Abeille, on procéda aussitôt à l'enlèvement des meubles et des archives devant le maire impuissant. Pendant ce temps, un bulldozer dégageait la route du cimetière, précédant les équipes de fossoyeurs chargées du transfert des morts. Dès lors, toute résistance était inutile. L'exode a commencé au cri des enfants insouciants qui voient dans cette aventure une source d'animation.
Cependant, les murailles du barrage ont retenti de l'écho des premiers coups de pioche des démolisseurs et des charges de dynamite. Et au pied même de l'imposant ouvrage de béton qui barre la vallée de l'Isère, les eaux ont commencé à monter, formant un petit lac qui n'arrêtera pas de s'étendre jusqu'à ce que le village soit englouti par 160 mètres de fond. Désormais, Tignes est rayé de la carte de France. Dans ce coin de Savoie, l'érosion, favorisée par une formation géologique hétérogène, a creusé des vallées profondes, coupant des verrous qui forment des plans favorables à la création de retenues. Pour régulariser l'ensemble du cours de l'Isère et aménager son bassin versant, il était indispensable de créer une retenue importante en tête de l'équipement, le plus haut possible. À 1650 mètres d'altitude, la plaine de Tignes, par sa configuration et son verrou de quartzite, permettait de construire un grand barrage fermant une cuvette spacieuse. Dans ce cirque de montagnes de près de 4000 mètres d'altitude, la vallée concentre sur elle les eaux de ruissellement et celles abondantes de fonte des glaciers. Du Plan, du Clou, des Balmes, du Mont-Pourri, de la Grande Casse, de la Grande Motte, du lac, les eaux convergent vers un même lieu, la cuvette de Tignes. Chargée par l'électricité de France de la construction du barrage de Tignes, l'entreprise industrielle choisit pour base le petit village des Brévières. Près du vieux clocher, au milieu des maisons vétustes, s'installa une cité moderne avec son organisation humaine, foyer, infirmerie, salle de distraction pour le personnel, cantine. Des bureaux de l'entreprise, la sirène ponctue le travail. Un tableau des avancements précise les moyennes de production, des records. Avec les bureaux de l'entreprise, on trouve aux Brévières, en aval du barrage, les garages, les magasins de stockage, les ateliers de réparation, les parcs à matériel et la centrale de pied de barrage avec sa conduite forcée de 1175 mètres de longueur. 3 alternateurs, de chacun
36 000 kVA, ils produiront annuellement en moyenne 160 millions de kWh. Arc-bouté sur ses appuis, le barrage verrouille maintenant la cuvette de Tignes, tout proche de ses côtes définitives, 181 mètres de haut, 295 mètres de longueur de crête entre les culées, 640 000 mètres cubes de béton. Le béton est mis en place et pervibré à une cadence supérieure à 2000 mètres cubes de moyenne journalière, moyenne calculée sur 2 saisons de bétonnage, avec des pointes de 4000 et 4500 mètres cubes qui constituent